Eh bien, bonjour à tous, merci quand même pour cette opportunité. Puis, désolé de ne pas avoir pu participer à la première partie de la journée. J'espère que ça a été sympa et puis que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, effectivement, on va passer, là je crois, une demi-heure de présentation, puis 10-15 minutes de questions. Donc, voilà, Méziane Djebarat, DBVIB. Alors, la société DBVIB, je vais commencer peut-être par une rapide présentation. Vous faites partie donc du master ou pour la plupart des licences pour la maintenance. C'est tout à fait notre métier chez DBVIB, d'où le nom, hein, DB comme décibel et puis VIB comme vibration. Il faut les entendre au sens des descripteurs de la maintenance, c'est-à-dire des caractéristiques physiques, des paramètres physiques que l'on peut mesurer pour anticiper des pannes mécaniques ou des changements d'état sur des équipements. Donc le groupe est composé d'une 50aine de personnes. On a une PME, hein, une moyenne entreprise qui est basée donc à Vienne en région lyonnaise, en Isère. Et puis l'objectif donc du groupe, c'est finalement d'aider tous les industriels, que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la pétrochimie, de l'oil and gas, de toute industrie manufacturière. L'objectif, c'est donc d'aider ces industriels-là à planifier leur maintenance, à mesurer certains paramètres pour être capable de façon conditionnelle, de déclencher certaines opérations de maintenance. Le groupe est composé de 3 entités, une partie plutôt prestation de service, donc on se rend chez le client et en industrie. Ok. Oui, bien sûr. Donc on se rend chez le client en prestation pour contrôler chacune des installations pour lesquelles nous sommes mandatés. Et nous pouvons également accompagner les clients plutôt en acquisition de matériel, ce même matériel qu'on utilise en prestation. Et c'est sur un de ces matériels qu'aujourd'hui, justement, je souhaite vous faire une petite introduction et vous expliquer un petit peu en quoi le mot et l'aspect complémentarité dans la maintenance, notamment conditionnelle, est important. OK ? Alors, la présentation aujourd'hui, elle va vraiment mettre le focus sur l'inspection des moteurs électriques par analyse électrique, alors, au sens des machines tournantes. C'est-à-dire qu'on va comprendre ici dans cette présentation en quoi est-ce que la partie électrique est tout aussi importante que l'analyse mécanique, vibratoire qu'on peut retrouver aujourd'hui dans l'industrie en France et à l'international. Alors, le contrôle des moteurs électriques, on va se poser quelques questions, effectivement. D'abord, pourquoi réaliser un contrôle sur les moteurs électriques et puis, quelles sont les causes principales de problèmes sur ces installations, sur les moteurs. Alors, peut-être au cours de vos cours ou bien de vos stages, vos expériences, vous avez pu voir qu'effectivement, dans l'industrie, de façon générale, on va retrouver ces moteurs électriques dans des on va dire postes stratégiques critiques sur lesquels il faut avoir une attention vraiment particulière pour ne pas pénaliser la production quand on est sur des industries vraiment critiques de production d'électricité ou autre. C'est vraiment des éléments sur lesquels on va porter une attention toute particulière et donc créer un plan finalement de maintenance dédié. De façon générale, on peut considérer donc cette étude qui indique finalement un petit peu de façon segmentée comment est-ce que finalement sont répartis les différents défauts qu'on retrouve sur les moteurs électriques. Alors, on retrouve ici effectivement une part assez importante de bearing, donc de roulement, d'éléments roulants, donc qui peuvent être à l'origine de défaillances moteurs, mais pas que. On va retrouver tout un spectre finalement qui correspond, on va dire, à l'autre moitié, hein, quelque part, des défauts. Donc des défauts de type rotor, des défauts de type stator et d'autres qui sont liés non pas à des problématiques mécaniques, mais électriques notamment. Voilà un petit peu, on va dire, l'état des lieux. Ce qu'on fait chez DBVIB, c'est qu'on, grâce à une solution, on est capable finalement de diviser les moteurs électriques, ou en tout cas leurs sources de défaut, en 6 zones particulières pour être capable finalement de guider les maintenanciers, les ingénieurs techniciens dans leur recherche de problématiques. Savoir, ok, on a une défaillance moteur, très bien, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce que c'est critique ? Est-ce qu'on arrête tout de suite ? Et pour ça, on va subdiviser les défauts en 6 que l'on voit ici. Donc on va retrouver la qualité d'alimentation, effectivement. C'est toute la première colonne, hein.
l'isolation, la qualité du circuit d'alimentation, la partie statorique, le rotor, et puis l'excentricité, c'est finalement l'entrefer, la distance entre le rotor et le stator. C'est ces 6 éléments qui vont guider les maintenanciers dans leur quête finalement de sens dans cette maintenance, savoir quel équipement est réellement à changer ou à étudier pour savoir et dire, voilà, on envoie un moteur en maintenance, est-ce qu'on va lui faire une réfection totale? Est-ce que peut-être un simple rebobinage est suffisant? Est-ce qu'il va falloir peut-être rectifier un rotor? Ça, il faut l'imaginer sur effectivement des équipements plus ou moins volumineux, plus ou moins importants en capacité. Voilà pour ce résumé des zones de défaut. Sur les 2 dernières colonnes, on va retrouver finalement les angles d'attaque, finalement les tests qu'on va faire, qu'on va performer, pour mettre en évidence ces zones de défaut et savoir si elles sont défaillantes ou non. On va retrouver sur la première des 2 colonnes, donc celle qui est au milieu, on va retrouver la partie MCI, qui veut dire test à l'arrêt, en statique quelque part, où là, l'objectif, ça va vraiment être de venir stresser le moteur, de venir le solliciter pour qu'il nous donne des réponses électriques. On va venir lui injecter une certaine tension et courant, et en réponse, on va savoir finalement ce qu'il en est des différentes zones de défaut, isolation, circuit, stator, etc. Sauf effectivement la première des zones, la qualité d'alimentation, puisqu'ici c'est nous, de façon extérieure finalement, qui venons injecter tension et courant. De la même façon, on va venir attaquer toutes ces zones de défaut, venir les caractériser en Emax test, c'est-à-dire en test dynamique, en fonctionnement, sous tension, où là, effectivement, on va venir aussi caractériser toutes les zones de défaut, si ce n'est l'isolation, puisqu'on est en fonctionnement, en charge. Voilà un petit peu le spectre de ce champ d'application avec cette solution qui s'appelle donc PDMA. Et on va retrouver pour chacune des zones de défaut un test qui va venir finalement s'y associer et déterminer l'état de cette zone-là. On va retrouver, si je prends l'exemple du test à l'arrêt, sur la 2e colonne, l'isolation va être caractérisable, va être possiblement mis en interrogation via les tests assez standards, où on va regarder les différentes résistances et capacitances à la Terre, et l'index de polarisation, par exemple. Voilà un exemple de test. L'objectif de la présentation, ça va être de vous montrer deux tests qui ont permis de mettre en évidence justement des défauts sur ces zones spécifiques. Allez, un petit résumé sur ces zones de défaut. On va retrouver donc sur n'importe quel moteur la qualité d'alimentation, le circuit, la partie statorique, stator, la partie isolation, la partie excentricité, donc différence de distance rotor-stator, et puis le rotor. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça peut être effectivement on va dire des défauts de connectique qu'on peut retrouver dans l'industrie avec le temps, la maintenance, la charge, les priorités. On peut retrouver facilement des dysfonctionnements. L'isolation, on va pouvoir retrouver effectivement des présences d'humidité, des contaminations dans le câblage, dans l'acheminement, le chemin. On va retrouver des problématiques rotoriques, effectivement avec des échauffements, si on se retrouve à proximité. Ici, c'est une image donc en thermographie infrarouge, un thermogramme qui a permis de mettre en évidence un point chaud, une élévation locale de température, en rouge ici. Hop. L'excentricité, sur laquelle je vais peut-être revenir, voilà. Effectivement, si on n'est pas bien guidé au niveau du rotor par rapport au stator, on va retrouver des problématiques qui vont générer des champs magnétiques spécifiques, etc. On verra un peu par la suite. Mais voilà, pour schématiser un petit peu, c'est comme si on avait une trajectoire un petit peu patatoïde du rotor dans le stator. Et ça, c'est un des types de défauts. Hop. La partie statorique, où là on peut retrouver des courts-circuits, des spires qui vont venir être collés, qui vont venir se souder ou autres, et qui vont créer des courts-circuits au niveau de cette zone-là.
qualité d'alimentation. En France, on a globalement peu à se plaindre. Les sources sont globalement fiables, mais voilà, il peut y avoir ponctuellement des défauts hein, sur l'alimentation. Et donc le moteur, finalement, n'est pas incriminé directement, mais c'est plutôt la chaîne d'énergie, la chaîne électrique, qui peut être interrogée et mise en question. Voilà pour ces zones de défaut. On va s'intéresser ici sur un premier exemple, il y en aura deux, sur la zone de défaut concernant l'isolation. Effectivement, ce qui va nous intéresser ici, ça va être de contrôler l'intégrité de l'isolation entre le moteur et la terre, résistance à la terre, l'intégrité de l'isolation entre les enroulements, donc interphase, et la contamination de l'isolant lui-même. Alors ici, on a réalisé donc un premier test pour attaquer cette zone de défaut. Vous verrez, on considère souvent finalement des tests qui sont multicanaux. On va venir avec différentes approches, différents angles, attaquer le même problème. Ici, sur l'isolation, on va retrouver donc un certain nombre d'informations. On voit ici donc la fréquence. On a entré au préalable les informations du moteur, donc tension, etc., puissance et température. Alors, ce qui va nous intéresser ici, au niveau de cet exemple, c'est que le test réalisé, l'AC standard, donc on va venir injecter tension et courant, on l'a réalisé au niveau du boîtier de jonction. Ça va être un élément important par la suite. C'est un choix. Sur ce premier test, on est venu au niveau du boîtier faire la connectique et puis récupérer les informations à cet endroit-là. Quelque chose qu'on a spécifié à l'outil, au système. Et c'est une première approche. On retrouve ici, entouré en rouge, une valeur corrigée hein, de résistance à la terre en mégaohms de 145 mégaohms. Alors pourquoi est-ce qu'on dit corrigée ? Parce que la température va avoir une influence sur cette valeur de résistance, sur l'isolation en fait. Elle va être inversement proportionnelle à l'augmentation de la température. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on indique la température du moteur. Ici vous voyez 30 degrés, 2 lignes plus haut. Et c'est une valeur qu'on va venir corriger à 40 degrés, qu'on va venir extrapoler par une loi. Et on voit qu'ici, elle est seulement de 40, pour 40 degrés, elle est seulement de 140 mégaohms. C'est une valeur qui est plutôt faible. On considère que voilà, 100 mégaohms, c'est plutôt très faible. Et donc, ça fait partie on va dire, d'un des indices qui vont nous dire, attention, probablement, potentiellement, sur ce moteur, sur cette installation électrique, il y a peut-être une problématique au niveau de l'isolation. Les autres valeurs semblent acceptables, on ne voit pas de déséquilibre, notamment si on regarde de résistance entre les phases. Hein. On voit ohm phase 1 à 2, phase 3, phase 1 à 3, etc. Ils sont plutôt proches, pas vraiment de déséquilibre important. Voilà, de l'ordre de 0,1% et 5% pour l'inductance, 0,1% pour la résistance. Donc voilà. Les tests semblent montrer un état plutôt normal, bon du moteur, si ce n'est cette valeur de résistance à la terre. Alors pour comprendre un petit peu plus, notamment sur l'index de polarisation, qui va être le second test qu'on va réaliser pour venir caractériser et entrer plus dans le détail pour comprendre un petit peu et croiser les informations sur cette zone de défaut isolation. On va s'intéresser à l'index de polarisation. Pour ça, on va considérer la valeur totale de l'intensité du moteur, qui est donc la courbe centrale, là, totale, si on voit avec la souris. Ouais. Ok, qui est cette courbe décroissante. Elle va être finalement résultante de plusieurs courants que l'on voit ici, hein, le courant d'absorption, de capacitance, leakage, donc de fuite, d'absorption. Et ces différents courants, ils ont des origines différentes, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'intensité totale, finalement, elle va avoir tendance à la stagner avec dans le temps, là, au bout on voit à peu près 5 minutes, on va arriver sur une constante qui est à peu près le courant de fuite. Et ce qu'on va chercher au niveau de l'index de polarisation, c'est une courbe tout à fait opposée, hein, U égale RI, la loi d'Ohm. On va retrouver plutôt une courbe croissante. Enfin, on souhaite retrouver une courbe croissante qui va venir stagner un petit peu à l'opposé de la courbe totale d'intensité ici. Et bien justement, on a fait le test, toujours au niveau
de cette zone de défaut-là. L'index de polarisation, ça va être finalement le contrôle de résistance à la Terre sur à peu près 10 minutes. On voit ici en abscisse 600 secondes. Et ce test-là, eh bien, on voit ici qui nous donne un graphique qui est plutôt saccadé, plutôt haché. Il n'y a pas vraiment de linéarité au niveau de cette courbe qu'on souhaiterait avoir, beaucoup plus propre, comme on l'a vu précédemment. Donc c'est la première chose déjà qui nous interpelle. Une courbe avec pas mal de défauts, avec pas mal d'instabilité. Et ça indique très probablement la présence d'humidité ou de contamination dans l'isolant. Au-delà de ça, on va s'intéresser également à ce qu'on appelle donc l'index de polarisation, Polarization Index, le PI, qui est donc la valeur à 10 minutes sur la valeur à 1 minute en haut. Cette valeur-là, on va la calculer. Ici, donc, on voit à peu près à 10 minutes, on est à peu près à 400 mégaohms et à peu près, on va dire, sur la minute, à peu près 200 ohms, disons, 200 mégaohms, pardon. Donc, on a un index qui est d'environ 2. C'est quelque chose qui est considéré comme étant bon. Seulement, la courbe nous interpelle en disant attention, il y a quand même un problème à un moment donné, certaines instabilités. Donc, on va essayer d'aller plus loin dans l'analyse et puis dans l'essai. On a choisi, pour essayer de séparer les variables ou les problématiques, d'aller chercher cette même information, mais cette fois-ci au niveau du boîtier moteur avec les câbles d'alimentation découplés. Ça nous a permis comme ça, par dichotomie, de séparer finalement le problématique qui pourrait venir du moteur ou d'autres éléments de la chaîne. Ici, on retrouve toujours l'AC standard, où on vient injecter tension et courant, et on retrouve une valeur corrigée de résistance à la Terre, toujours corrigée à 40 degrés, de 1700 mégaohms cette fois-ci. Donc c'est une valeur beaucoup plus importante, qui correspond beaucoup plus à des standards d'un moteur, on va dire, ou d'une isolation qui serait acceptable. Donc là, on se pose des questions. On est passé de 145 mégas à 1700 mégaohms. Donc le moteur est le même, l'installation est la même. On se pose des questions. Ce qu'on fait, comme sur le premier exemple, comme sur la première mesure, on va chercher l'index de polarisation. Donc vous voyez la démarche, qui est aussi la démarche de maintenancier finalement, c'est de venir attaquer de différentes façons les problématiques. Eh bien, on réalise de nouveau un index de polarisation et on voit ici une courbe beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide, qui indique effectivement une bonne isolation. On va de nouveau se réintéresser au niveau de l'index de polarisation. On voit une valeur à 10 minutes, donc il y a 600 secondes, qui est d'à peu près 12 000 mégaohms. Et si on la divise par la valeur à 60, on voit à peu près, ici peut-être 3000, quelque chose comme ça. Donc on a un index de polarisation qui est plutôt bon, qui est de l'ordre de 3 à 4. C'est un index qui est bon. Bon graphique, bonne isolation. D'où peut provenir le problème selon vous? Au niveau du moteur, on a été plutôt bon, on va dire. Au niveau du boîtier de jonction, moins bien. Donc le problème vient forcément de l'acheminement. Et effectivement, c'est ce qu'on voit. C'est l'exemple initial. Et bien, on retrouve des traces d'humidité dans le trajet, dans le câblage. Donc voilà une façon de détecter une origine de défaut, c'est-à-dire d'attaquer la problématique d'un point de vue électrique sur un moteur et de venir comme ça sur toute la chaîne, multiplier les contrôles selon différents tests et essais et venir comme ça conforter une idée et être sûr d'un potentiel défaut. Voilà pour cet premier exemple de l'isolation, donc qui est une des 6 zones de défaut. On a d'autres possibilités effectivement d'attaquer ces problématiques d'isolation, notamment le step voltage, qui est un test de stress finalement du moteur, où on va venir par palier solliciter le moteur. On voit les paliers à ce niveau-là. On va venir, au fur et à mesure, augmenter la tension d'alimentation et on va essayer de suivre le courant de fuite. Celui-ci
est tout à fait linéaire jusqu'à un certain moment où l'isolation n'est plus assez forte, ne fait plus assez son travail pour isoler. Et là, le courant de fuite va venir exploser. On le voit ici sur le schéma en bas à droite. Et justement, à ce moment-là, le système, lui, il comprend qu'il y a une rupture, qu'il y a une discontinuité, que le système n'est plus capable d'isoler correctement. Et donc, le test est directement stoppé par sécurité. Et ça nous permet comme ça de savoir si l'isolation est bonne ou non, en fonction justement du pas auquel le système s'est arrêté. Voilà un autre exemple de test. Donc encore une troisième façon éventuellement de valider si les doutes perdurent. Voilà pour cette première partie. La seconde, elle concerne la zone de défaut statorique, où là on va finalement essayer de comprendre de façon toujours analytique, en venant avec différents outils, venir travailler le sujet, comprendre comment on peut mettre en évidence une problématique statorique. Qu'est-ce que ça peut être en termes de problématiques? On peut retrouver des courts-circuits entre spires, on peut retrouver des courts-circuits aussi entre phases, des défauts de connexion dans la bobine, voilà, différentes problématiques qu'on va venir pouvoir mettre en évidence, notamment sur de moteurs avec de fortes capacités. Alors ici, on a réalisé un bilan de puissance, donc une mesure en fonctionnement, dans le titre, c'est-à-dire une mesure finalement dynamique, où le système, l'outil n'est pas venu appliquer quelconque tension ou intensité, on est simplement venu récupérer ces informations-là sur un moteur en fonctionnement, en charge. Et voilà ce qui va finalement en découler. Donc on va retrouver des informations sur le premier cadran de tension, de courant juste en dessous, d'impédance, de puissance, d'efficacité sur le moteur. Et ce qui va nous intéresser ici tout particulièrement, c'est au niveau des informations courant et impédance. On va retrouver des déséquilibres importants en courant et en impédance qui indiquent clairement, c'est une des caractéristiques du défaut statorique, un défaut donc au niveau du stator. On retrouve des déséquilibres de courant de l'ordre de 10-15%, ici on voit 13%, et un déséquilibre d'impédance qui est quasiment 2 fois plus important. Et ça, c'est tout à fait caractéristique d'un défaut statorique. Le système, on va dire, a cet algorithme, a cette analyse en tête, a été programmé pour ça. Et au niveau des zones de défaut, c'est ce qui va venir mettre en évidence et dire, attention, niveau stator, il va falloir regarder. On va venir avec un second test, toujours pour confirmer les informations, et bien tester ce stator. Comment est-ce qu'on va faire? On va, de façon statique, donc moteur à l'arrêt, venir entrer en rotation le rotor, le mettre sur des phases, sur des positions angulaires différentes, le tout sur différentes phases polaires, au moins une, mais là on voit qu'on l'a fait sur le tour complet. On va venir tracer justement ces valeurs d'inductance en millihenry sur tout le débattement angulaire du moteur, sur toute sa rotation, sur un tour complet. Et on sait que sur un stator en bon état, un stator conventionnel, fonctionnel, on va venir avoir 3 sinusoïdes qui vont s'entrelacer parfaitement avec des amplitudes égales, avec des courbes plutôt lisses, et c'est complètement caractéristique d'un stator qui fonctionne bien. Si le stator est défectueux, notamment avec des courts-circuits interspires ou autres, on va retrouver 2 des 3 courbes, 2 des 3 valeurs qui vont être bien inférieures à la 3e. Et ça, c'est typiquement un défaut statorique. Alors en fonction du montage, du couplage, on va pouvoir retrouver 2 courbes qui sont on va dire bonne et une mauvaise, ou inversement 2 mauvaises et une bonne. Donc voilà. Finalement, on va récupérer des informations magnétiques du moteur sans lui fournir quoi que ce soit en termes de tension, d'intensité, simplement en venant récupérer position par position l'information d'inductance de chacune des phases, et on va être capable, en traçant ce graphique, de venir dire problème statorique, rotorique, entrefer ou autre. Donc ça, c'est le second exemple.
Une autre façon de caractériser le stator, donc on a vu un bilan de puissance, on a vu le RIC test, donc RIC, rotor influence check, hein. Donc on regarde l'influence du rotor sur le stator au niveau champ magnétique. Et bien là, on a un troisième test complémentaire qui s'appelle l'Inrush Startup, où là on va venir faire démarrer le moteur avec un démarrage soutenu et regarder finalement sa consommation électrique en courant dans le temps. Alors on voit qu'au démarrage, on a déjà une surconsommation. On voit la courbe noire par rapport à la courbe bleue. Et on voit également en fonctionnement, au bout de quelques instants, qu'on a toujours une valeur de consommation qui est plus importante. Ça, c'est aussi caractéristique d'un défaut statorique. Je profite de cette slide pour mettre aussi en évidence l'aspect suivi de tendance qui est très important, qu'il s'agisse des défauts mécaniques, électriques, dans la maintenance de façon générale. On va toujours s'intéresser à contrôler, à caractériser un état de base, une baseline, qui est ici représentée en bleu, et regarder l'évolution dans le temps de cette baseline. Est-ce qu'on dépasse certains seuils? Est-ce qu'on reste globalement dans les seuils attendus? Est-ce qu'on est stable? Et à partir du dépassement de ces seuils, être capable de les caractériser pour dire on déclenche ou non une opération corrective. Voilà un petit peu la mise en évidence des défauts statoriques. Au vu de ces deux exemples, ce qui était vraiment important, c'était d'illustrer justement finalement que l'analyse électrique est un outil important aujourd'hui de la maintenance conditionnelle. Je ne sais pas au niveau des cours qui vous sont donnés si elle a une part importante, mais en tout cas elle le devrait, puisque on considère finalement que bon, effectivement les défauts mécaniques sont toujours présents, existent et doivent être caractérisés et suivis. Mais finalement, pour reprendre une image, c'est comme traverser la route en regardant uniquement d'un seul côté. On s'intéresse à la partie mécanique, ok, on sait qu'il y a du danger ou pas de danger, mais on occulte finalement tout un aspect, un pendant électrique qui est plutôt important et finalement très, on va dire, généreux en information. Donc voilà, vraiment une solution complémentaire on va dire, en méthode conventionnelle. Et l'objectif de la maintenance conditionnelle, c'est toujours voilà, de venir mixer, de venir trouver le bon compromis, la bonne association de tous ces descripteurs, thermographie, analyse d'huile, détection ultrasonore. Je crois que ce matin, Benoît a pu vous présenter aussi les... Ah, tout à l'heure. Donc Benoît pourra aussi vous présenter et rebondir là-dessus, puisque effectivement, toutes ces solutions, elles sont complémentaires et elles viennent toujours au service des maintenanciers. De façon un peu plus générale, hein, pour prendre du recul, les experts finalement se rendent compte que l'analyse électrique est finalement ce qu'était l'analyse vibratoire il y a quelques dizaines d'années en arrière, et qu'elle subit finalement le même essor du fait de son importance et de sa pertinence. C'est quelque chose qui va être de plus en plus, que vous allez retrouver dans vos carrières de plus en plus au niveau des départements maintenance. Là où il y a quelques dizaines d'années, et les collègues pourront aussi le confirmer, le maintenancier électrique avait peut-être une pince ampère-métrique et un voltmètre. Et aujourd'hui, voilà, les équipes sont davantage dotées et sont vraiment capables d'amener une certaine expertise en termes de diagnostic. Et enfin, donc la mise en place d'une maintenance conditionnelle complète, au sens de la pertinence, implique la réalisation effectivement d'analyses vibratoires, mécaniques de façon globale, mais aussi d'analyse électrique. En tout cas, sur les machines tournantes de type moteur, alternateur et tous ces équipements rotatifs critiques. Voilà pour ces études. Merci pour votre attention. On va prendre quelques questions. Merci. Alors d'abord, félicitations, parce que j'ai rarement vu quelqu'un qui tienne les délais à la seconde près. Moi, j'ai bossé toute la matinée. Alors là, je crois qu'on peut l'applaudir, parce que 45, c'est 45. Ah, il y en a qui pourraient prendre des leçons. Hein. Magnifique. Hein. En fait, l'analyse électrique, on a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, ça a 40 ans. Hein.
globalement. Et d'ailleurs, chez vous, je crois que c'était un des fondateurs de DVWIB qui travaillait déjà sur ces... Tout à fait, oui. Alors chez nous, pour reprendre un petit peu des éléments d'histoire, Henri Campagnac, qui est le fondateur d'EBVIB, est finalement, on va dire, l'instigateur ou le précurseur sur l'analyse vibratoire des machines tournantes. C'est lui qui a vraiment mis en place cette démarche, qui l'a démocratisée, vraiment au moins en France et en Afrique. Et je crois que oui, c'était l'un des premiers en Europe, en tout cas, à s'intéresser à ces problématiques-là et de comprendre finalement comment la réponse vibratoire des éléments mécaniques était capable de nous donner de l'information et d'anticiper d'éventuelles pannes. On en discutait il y a 10 ans, puisque à l'époque j'étais encore président de l'Assemblée des chefs de département en maintenance, et donc M. Campana, on avait déjà eu à discuter de ça. Alors il faut dire aussi que DBVIB a mis en place un master. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est master en ingénierie de la maintenance. Exactement, oui. Avec l'INSA de Lyon. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, c'est un des rares masters en maintenance qui existe. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez rebondir par la suite de votre formation. C'est quelque chose qui demande d'être en poste, mais qui donne toutes les informations qu'on vient de voir, ou ce que vous avez en tout cas en vue toute la journée, de voir ça sur plusieurs mois et de vraiment mettre en application ces éléments. Et donc, avant de passer la parole pour les questions, souvent les gens mélangent suivi vibratoire pour la maintenance et analyse vibratoire. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes instruments, ni les mêmes appareillages, ni la même formation. Et donc, c'est là où il faut pas tomber dans le piège, penser faire de l'expertise vibratoire alors qu'on n'en a pas ni les outils, ni la formation associée, parce que faire du traitement du signal et de l'analyse de ce type-là, c'est pas donné à tout le monde. C'est un métier qui demande effectivement au moins plusieurs années de formation et plusieurs années d'expérience. Ouais. Voilà. Tout à fait. Au moins, en tout cas, ça fait du bien de revoir des fondamentaux. Des questions? Et alors là, c'est vrai que tu as le mauvais rôle, puisque c'est juste après le déjeuner. Monsieur Schmitt, t'es réveillé? Non. Non, pas de questions. Donc, en fait, c'est vrai que l'analyse vibratoire, c'est quelque chose qui maintenant est presque rentré dans les mœurs. Et le couplet avec l'analyse, l'analyse électrique, finalement, il y a besoin de pas grand-chose. Il suffit d'avoir des pinces ampères-métriques. Et donc, la force, c'est qu'on arrive, et d'ailleurs, c'est sur ce que va dire Benoît juste après, c'est qu'on arrive à détecter des choses bien avant que ça se manifeste en termes de vibration. C'est tout à fait ça. Voilà. Le problématique électrique, on va dire les problématiques électriques, elles vont donner très rapidement de l'information au niveau des tensions au courant. Ça va être vraiment précurseur. Et derrière, c'est des choses qui vont donner écho effectivement en mécanique, mais qu'on va voir peut-être avec un peu de lag, un peu finalement d'écart. Et ce qui nous intéresse toujours en maintenance, vous le savez, c'est d'être toujours au plus près du fonctionnement et au plus tôt. Je pense que Darcy, c'est un peu des choses que vous détectez aussi avant, quoi. En fait, dans ce qu'il expliquait, c'est exactement ce qui se passe qu'on ne perçoit pas si on fait une mesure à la seconde près. C'est-à-dire, voilà. Mais par contre, en allant voir le détail comme il fait là, on met en évidence des choses que nous, on voit. Donc, ce qu'on voit, c'est typiquement ce qu'il a expliqué là, quoi. Mais je crois que c'est là où il faut faire attention et pas être que du presse-bouton. C'est-à-dire que ça a été un peu, et donc je l'ai souvent dit, il y a des fournisseurs de produits d'analyse vibratoire où c'était des collecteurs de données qui permettaient de faire un peu d'analyse spectrale, mais c'était pas vraiment de l'analyse. Bon, voilà. Et donc, il faut pas tomber dans le piège. Il faut quand même à un moment savoir avoir des notions de traitement du signal. Et donc, comme dit, quand il y a un défaut qui apparaît, on va dire qui apparaît périodiquement et que la période d'acquisition est juste l'inverse, c'est pas de chance, Bon, oui, c'est comme ça. Donc, il faut quand même être attentif à cet aspect traitement du signal. Et moi, je dirais, c'est pas impossible à faire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Exactement. Il faut juste garder en tête que tous ces éléments-là, effectivement, ils ont besoin de formation. On peut pas arriver tout de suite et être un expert du traitement de signal. Le plus important, c'est d'avoir les notions, les bons réflexes, la bonne démarche finalement. Puis derrière, tout ça, c'est des choses qui peuvent s'acquérir de par des formations théoriques, mais surtout pratiques à l'utilisation et l'exploitation des matériels. Je crois que c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc il faut être très vigilant puisque une marque de roulement que je ne citerai pas avait sorti un stylo pour faire du diagnostic roulement vibratoire. Un stylo.
faut savoir que les roulements s'expriment au-delà de 10 kHz. Et que là, dans le bras, nous avons tous un filtre à 1 kHz. Voilà. Et il y a des gens qui l'ont acheté. Hein. Bon, ça a été retiré depuis. Hein. On va pas les citer. On ne va pas les citer, mais c'est une grande marque de roulement. Bon, voilà. Donc après, c'est le genre de bêtises que l'on voit dans certains salons. Et donc, à un moment, il faut quand même être vigilant. Parce que, je suis désolé, mais dans les salons 4.0, 5.0, il y en a qui me parlent de maintenant 5.0. Je dis, moi, je n'ai pas vu passer les 4 autres. Hein, mais bon, voilà. Et donc là, il faut être quand même prudent parce qu'on peut se retrouver à acheter une solution et se rendre compte qu'une fois qu'on l'a, ben, ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Hein. Bon, ouais, c'est comme ça, hein. Il y a l'effet démo, les PowerPoint qui marchent très bien, hein. Ça, on est d'accord. Par contre, les proof of concept, c'est déjà plus difficile. En tout cas, bravo, merci d'avoir fait le déplacement et puis mes amitiés à tout le monde là-bas. On se reverra au Salon Global, je pense. Avec grand plaisir. Hein. Merci à tous. Bien. Merci beaucoup.